Le grand rendez-vous avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et pour vous interroger, à mes côtés, Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. À quelques mois de la présidentielle, le débat public se crispe. La dynamique Éric Zemmour affole et les anathèmes volent. Quel est votre regard sur la situation, Alain Finkielkraut? La rhétorique antifasciste utilisée est-elle contre-productive? Nous vous interrogerons également sur l'ère de l'après-littérature telle que définie dans votre dernier ouvrage. Est-ce que c'est aussi l'ère de l'après-humour, sachant que vous êtes régulièrement la cible de colibés de la part d'une partie ou du service public? Mais tout d'abord, Alain Finkielkraut, si vous deviez définir ou du moins appréhender le climat qui imprègne cette pré-campagne aujourd'hui, que diriez-vous? Je dirais que c'est un climat malsain et même épouvantable. Les invectives, les anathèmes, en effet, comme vous l'avez dit, volent du fait de la présence et du succès imprévu, d'après les sondages, d'Éric Zemmour. L'Europe est pleine d'antifascistes et d'antinazis depuis l'effondrement du Troisième Reich et la mort de Hitler. Une sorte de somnambulisme gratifiant, l'épanchement du songe dans la vie réelle. On résiste. Éric Zemmour est identifié à la peste brune. C'est la bête immonde. Et donc, pour mieux le contrer, croit-on, on surenchérit dans l'insulte. J'ai lu une tribune dans Libération, je crois, hier. Il était défini comme la star de l'ignominie. Il est l'objet d'une vindicte et d'une animosité obsessionnelle, même de la part de journalistes. Je parlais de Jean-Michel Apathy. Vous l'avez raison, c'est contre-productif. Ce discours ne fait que le renforcer. Plus on l'insulte, plus il monte dans les sondages. Pourquoi ? Eh bien parce que, là je me référais à un texte, un entretien donné par Georges Bensoussan. Celui-ci constate qu'il y a plus de 500 quartiers dits sensibles vivant sous la loi des islamistes ou sous la loi des caïds ou sous les deux. Ça fait des millions de personnes. Il dit, et en plus, l'impossibilité de mettre des mots sur ce désastre social et migratoire aggrave la dépression du pays. Zemmour a le mérite de mettre des mots. Il désigne le problème. C'est pourquoi. Et il prend en charge l'angoisse existentielle d'un nombre grandissant de Français qui se demandent si la France va rester la France, si leur droit à la continuité historique sera enfin respecté ou continuera d'être bafoué. C'est la raison de son succès, et ce n'est pas en l'insultant qu'on pourra en finir avec lui. Alors justement, Alain Finkielkraut, je voudrais vous faire réagir à ce qu'écrivait dans Le Monde, dans une tribune au Monde, Frédéric Salabarou, qui est l'ancien secrétaire général de l'Élysée du temps de Jacques Chirac. Et il écrivait ceci: s'inspirant d'idéologies qu'il connaît bien, il parle d'Éric Zemmour, il offre une réponse unique à tous les problèmes, l'immigré, le musulman. Comme hier avec le juif, tout devient simple, il faut éliminer celui qui nous submergerait et nous pervertirait. Qu'est-ce que vous pensez de cette appréciation ? Cette comparaison est faite de tous côtés. C'est ce qui, si vous voulez, motive ce grand engagement antifasciste et antinazi. Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens, et c'est même exaspérant, voire scandaleux. En Suède, nous sommes en Europe, et donc tous les pays d'Europe sont concernés par ce qui se passe. En 2015, au moment de la guerre en Syrie, une parlementaire a dit « Nous allons nous conduire mieux que nos parents et grands-parents. Nous allons réparer les torts. Nous allons accueillir massivement
les réfugiés. Que se passe-t-il aujourd'hui à Malmö? Le Monde, le journal Le Monde, le dit, le reconnaît. Eh bien, un départ massif des Juifs de la ville. L'immigration incontrôlée, l'immigration même applaudie, a provoqué une vague d'antisémitisme que les Suédois n'arrivent pas à gérer. Alors, ça suffit avec cette comparaison. Zemmour, mais j'arriverai tout de suite à la partie critique, hein, parce que j'ai des choses à dire sur lui et contre lui. Mais Zemmour a le mérite de mettre la question de la France que nous voulons, au cœur du débat de l'élection présidentielle. Alain Finkielkraut, et la continuité historique? Parce que c'est cela aussi, il y a la France, et est-ce que vous revendiquez le même droit à la continuité historique d'Éric Zemmour, alors que certains y voient au contraire une crispation un peu nauséabonde? Ah bah oui, bien sûr, nauséabonde, ça c'est le mot... C'est le mot de l'époque, c'est le mot de la décennie, c'est toujours nauséabond. Le droit à la continuité historique, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Ortega y Gasset et c'est repris par Simone Veil. Oui, la France veut pouvoir changer, mais en restant la France. C'est un désir très majoritairement partagé. Alors, Zemmour incarne-t-il bien, comme il se doit, cette angoisse et cette aspiration? Je n'en suis pas sûr. Il n'en reste pas moins qu'il a le mérite de l'exprimer. Mais j'aimerais vous relancer justement sur cette question de l'angoisse existentielle par rapport au destin du peuple français dès l'ingratitude. Donc 1999, si je ne me trompe pas, vous présentez la France comme une petite nation à sa manière, une nation qui peut disparaître et qui devrait le savoir. Est-ce qu'à certains égards, sur le plan, appelons ça, de l'angoisse fondamentale, vous et Zemmour, à partir de grilles de lecture différentes, vous vous rejoignez sur cette angoisse de fond, la France aujourd'hui peut disparaître? Alors, pour Zemmour, en tout cas, il est pris à contre-pied parce que il aime la France napoléonienne, il aime la France aux, je sais pas, 100 ou 130 départements. Il n'a de souci que de la grandeur, au sens purement temporel du mot. La grandeur, c'est-à-dire la puissance. Or, le concept de petite nation, comme vous le savez, a été forgé par Milan Kundera pour les nations d'Europe centrale, sur le modèle d'ailleurs de la nation juive, c'est-à-dire une nation, non pas petite géographiquement, mais une nation qui peut disparaître et qui le sait. Le premier vers de l'hymne polonais, c'est « Nous n'avons pas encore péri ». Voilà, cette angoisse-là. Or, en effet, la France est à son corps défendant, saisie par cette angoisse. Là-dessus, nous nous rejoignons. Mais là où je suis en désaccord avec Zemmour, c'est que j'ai le sentiment que sa France n'est pas la mienne. Et vous voulez, Zemmour, oui, moi, je pense à Lévinas, la France est une nation à laquelle on peut s'attacher par le cœur et par l'esprit aussi fortement que par les racines. Le cœur et l'esprit. Mais dans la... Vous l'interrogez, vous critiquez, en tout cas, vous interrogez Éric Zemmour sur la nature de son patriotisme. Oui. Absolument. Et d'ailleurs, je l'ai interrogé lors d'une émission récente. Je lui ai posé des questions. Si nous revenons à l'affaire Dreyfus, Zemmour est du côté de Maurras. C'est-à-dire, il ne dirait pas nécessairement Dreyfus est coupable, mais il dirait innocent ou coupable. L'intérêt national, c'était de protéger l'armée, de ne pas l'affaiblir dans une période d'affrontement montant avec l'Allemagne. Péguy ne raisonnait pas en termes purement universalistes, il disait l'honneur d'un peuple et d'un seul tenant, il citait Corneille, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu, et donc la France se déshonorerait si elle condamnait Dreyfus. Et moi, je suis du côté de la France de Péguy, une France à laquelle on peut s'attacher par le cœur et par l'esprit, et ce qui me désole avec Zemmour, c'est qu'il incarne le retour de Maurras, du réalisme maurassien, alors que c'est des Péguy que nous avons absolument besoin. J'aimerais vous relancer sur cette question très précisément. Vous êtes de la France de Péguy, vous le présentez comme de la France de Maurras. Vous êtes aussi de la France de Bernanos, peut-être l'avez-vous en partage. Mais est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de choisir entre Péguy, Maurras, Bernanos, et plutôt, est-ce que ça ne serait pas de choisir un pays qui comprend encore la querelle entre Péguy, Maurras, Bernanos, un pays qui peut comprendre leur querelle au-delà du choix que vous faites à partir de ces trois auteurs? Vous avez raison, cet argument est très fort. Il y a aussi des gens qui me disent, écoutez, la maison brûle,
on va éteindre l'incendie, et une fois que l'incendie sera éteint, on pourra reprendre cette conversation, puisqu'elle continuera d'avoir du sens. Mais ce que j'appellerais les lubies d'Éric Zemmour, le réalisme dont il s'enchante contre ce qu'il croit être la sentimentalité, etc., l'entraîne plus loin. Il était à Rouen l'autre jour, et il s'est livré à une véritable diatribe géopolitique contre les anglo-saxons, notamment contre les États-Unis. Et voici ce qu'il disait. Le débarquement fut à la fois une entreprise de libération et en même temps une occupation et une colonisation par les Américains. Alors c'est vrai, les Américains voulaient établir un protectorat, ce que De Gaulle a empêché. Mais vous vous rendez compte, ces soldats qui meurent sur les plages normandes, à 10 000 kilomètres de chez eux, pour libérer la France, une occupation, le mot occupation. Excusez-moi, mais l'occupation... Est-ce qu'il le dit, Alain Finkielkraut, pour choquer, parce qu'il est encore Éric Zemmour, le polémiste? Est-ce que vous estimez qu'il est presque, quelque part, son propre ennemi dans cette campagne? Ou est-ce qu'il le fait exprès parce qu'il sait que c'est ainsi par les polémiques? Zemmour a le mérite de l'extrême sincérité. C'est pas un polémiste pour polémiquer, c'est un homme qui dit ce qu'il croit être vrai, quelles qu'en soient les conséquences et surtout les sujets. On peut lui faire ce crédit, mais voyez la libération à l'américaine et la libération à la russe. Hein? Je citerai très brièvement Gombrowicz. La fin de la guerre n'a pas apporté la libération aux Polonais. Dans cette triste Europe centrale, cela signifiait seulement l'échange d'une nuit contre une autre, les bourreaux de Hitler contre ceux de Staline. En Pologne, la même cigarette allumée changeait tout simplement de main et continuait de brûler la peau humaine. Voilà ce qui s'est passé en Europe centrale, en France, et c'était le plan Marshall. Donc ça n'avait strictement rien à voir. Et au nom de ce discours très tendancieux et fallacieux, il veut jeter la France de demain, celle que nous aimons, dans les bras de la Russie, justement. La Russie, dont, effectivement, le développement s'est combiné avec la servitude, alors que en Europe occidentale, le développement s'est combiné avec la liberté. Les communistes n'y ont pas mis fin à cette fatalité, et Poutine non plus. Ça continue. Donc, franchement, rien que pour cela, j'ai quand même quelques hésitations et quelques regrets. Car, si vous voulez, c'est l'occasion unique dans une élection présidentielle, de parler de la France, de parler de son destin. J'aimerais qu'elle ne soit pas gâchée par ce genre de propos. Alain Finkielkraut, nous allons marquer une courte pause et revenir avec vous en direct. Il y en aura quelques-unes, mais on vous écoute, on l'espère, nos téléspectateurs et auditeurs, avec passion. On a noté quand même les différences importantes de fond avec Éric Zemmour, et puis les vraies questions qui sont posées aujourd'hui dans la campagne, c'est qui sommes-nous, vers quoi allons-nous? On va continuer à tirer le fil de cette pelote avec vous, l'après-humour, l'après-littérature et peut-être même l'après-politique. À tout de suite. Notre invité ce dimanche, le philosophe et essayiste Alain Finkielkraut. Bernard-Henri Lévy a attaqué Éric Zemmour en dénonçant l'offense faite au non-juif, le fait qu'il piétine, selon Bernard-Henri Lévy, le legs juif à la France dans ce qu'il a de plus beau, à savoir l'espérance. La judéité, c'est aussi constitutif de votre identité, Alain Finkielkraut. Comment vous réagissez à cela? Ça me met très mal à l'aise. L'article de Bernard Lévy, ainsi que certaines déclarations du président du CRIF, pas un vote juif pour Zemmour. Que l'illégalité soit une des composantes du vote des juifs, c'est possible, c'est vrai, mais cela doit rester secret. Les juifs ne doivent surtout pas être l'un des vecteurs de la fragmentation de la France. Cette fragmentation, cette communautarisation, cette archipélisation est un problème. Nous devons être du côté de la solution. D'autant plus que des juifs seraient fondés à dire « je vais voter pour Éric Zemmour en tant que juif parce qu'il déchire le voile, il en termine avec le déni et il montre la réalité du nouvel antisémitisme.
de celui qu'on a si longtemps voulu ne pas voir, puisque précisément l'antifascisme, l'antinazisme situaient la haine des Juifs, la judéophobie, exclusivement à l'extrême droite. J'ajoute que, si vous voulez, il y a aussi aujourd'hui une sorte de tension entre la morale de conviction et la morale de responsabilité. C'est la célèbre distinction de Max Weber. Max Weber, la morale de conviction, c'est-à-dire j'entretiens la flamme de la pure doctrine, je défends un certain nombre d'idées et de thèmes sans me soucier des conséquences. La morale de responsabilité, celle qui devrait être la morale qui devrait être celle des politiques, mais aussi celle des intellectuels qui interviennent dans l'espace public, c'est de dire, oui, mais je me soucie avant tout des conséquences. Bien sûr, mais est-ce que quelqu'un qui dit que les Français juifs ou les Juifs français ont été quelque part protégés par le régime de Vichy, c'est là la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui un Français juif, un Juif français peut voter s'il est candidat, mais probablement écoutez, il le sera, pour quelqu'un qui dit cela. Je reviendrai sur la morale de conviction tout de suite, mais j'avais pas vraiment envie de parler de cette histoire de Vichy. Mais vous m'y contraignez, et c'est pas moi qui réalise encore mon propre interview. Quand je serai président de la République, je le ferai. Mais là, je vous écoute et je vous réponds. Vichy, c'était pas l'administration allemande. Vichy, c'était pas la Pologne. Donc, ce régime, l'État français, voulait avoir une certaine marge de manœuvre. Et il est vrai que Laval a négocié, c'est-à-dire qu'il a voulu sacrifier les Juifs étrangers pour s'en débarrasser de gaieté de cœur et sauver le plus longtemps possible un maximum de Juifs français. En 1944, ce n'était plus possible parce que Vichy était un État fantoche. Le problème, c'est que Zemmour fait crédit à Vichy de son comportement. C'est pas qu'ils le disent, c'est qu'ils disent, voilà, c'est bien. Or, livrer les Juifs français, c'est une tâche indélébile, je parle en termes d'honneur, sur l'histoire de France, parce que c'était les hôtes de la France. En plus, c'était mon père qui est revenu et mes grands-parents qui ont été gazés dès leur arrivée. Mes grands-parents paternels, parce qu'ils vivaient en France. Donc, là-dessus, voilà. Et donc, on a raison de critiquer Zemmour, mais on a tort de dire que Vichy aspirait à la déportation, même à l'extermination de tous les Juifs, puisque certains vont même jusqu'à conclure que donc c'est Vichy qui est l'auteur de la solution finale en France, puisque le statut des Juifs est antérieur même à toute volonté allemande. Oui, mais certains disent que le statut des Juifs, Alain Finkielkraut, c'est la continuité à amener à la solution finale. Non, on ne peut pas on ne peut pas dire ça. Et cette pratique de la culpabilité permanente, c'est une manière de vouloir faire entrer les Français que nous sommes, vouloir leur faire réintégrer l'humanité par la porte de la honte. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Reste que, encore une fois, on ne peut certainement pas réhabiliter Vichy pour avoir fait ce calcul. Simplement, ce calcul a eu lieu. Alors, vous êtes l'auteur... Je n'ai pas fini avec la morale de conviction. Vous y arriverez. Mais j'ai de la suite dans les idées. Je n'en doute pas. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre qui a pour titre « La seule exactitude », où vous posez la question « Quelle heure est-il ?» C'est-à-dire, quel est le moment de l'histoire qui est le nôtre aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à parler de l'affaire Dreyfus, de la Deuxième Guerre mondiale, du débarquement, on peut multiplier les événements historiques, de la Pologne après 1945, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper d'époque dans la présente présidentielle? Est-ce que les Français ne sont pas en train de se faire confisquer leur présent, comme s'ils vivaient à répétition des événements passés tragiques, sans le moindre doute, mais qui venaient à leur faire perdre l'originalité du présent? Ça, je pense qu'il y a un risque. Et il est vrai que comme cette mobilisation antifasciste va encore s'accentuer une fois que Zemmour aura déclaré sa candidature, on n'en a pas fini avec ce retour perpétuel au passé parce qu'on pense que ce sont les casseroles de Zemmour. Donc la question de Pétain, la question de Vichy, etc. C'est vrai. D'un autre côté, je me répète, la question qui se pose, c'est dans quelle France voulons-nous vivre? Et la France, c'est pas seulement le présent, c'est un héritage. Et je voudrais savoir l'héritage que Zemmour veut préserver. Est-ce que c'est une France définie simplement en termes de puissance
temporel ou est-ce que c'est autre chose? Et d'une part, et d'autre part, cette France va avoir une politique étrangère. Et je n'ai pas envie, moi, en effet, qu'elle soit immédiatement jetée, je l'ai dit, dans les bras de la Russie, de Poutine. Cela m'inquiète, ce n'est pas la politique que j'attends. Et puis, il va y avoir des cas comme, je sais pas, Navalny reçoit le prix Sakharov. Quel aurait été le commentaire de Zemmour précédent? J'ai peur à l'idée. Donc pour tout cela, vous ne voterez pas s'il est candidat pour Éric Zemmour? Écoutez, je ne sais pas pour qui je vais voter. Là, vous me faites la langue de bois. J'attends de voir. J'attends de voir. Je vais peut-être. J'ai du mal à penser que je vais voter pour un candidat de gauche parce que c'est la surenchère dans. J'espère que nous aborderons ce thème dans le wokisme. Il y en a un qui se démarque quand même, c'est le candidat communiste. Fabien Roussel est tout à fait, à cet égard, est tout à fait intéressant. Attendez, Alain Finkielkraut pourrait voter pour Fabien Roussel? Je ne sais pas. Si j'aimerais qu'on entende un peu plus sur les ondes. En tout cas, je ne voterai pas. Ça, je peux vous dire pour qui je ne voterai pas. Je ne voterai pas pour Anne Hidalgo, si vous voulez. Elle a transformé Paris en Beyrouth. Et en plus, l'explosion, c'est elle. Paris en Beyrouth, la libanisation. Non, Beyrouth au sens du chantier, des travaux, de cette horreur, de ce saccage, etc. Alors j'ai pas envie qu'elle exerce sa ferveur sur le territoire français tout entier. Donc voilà, je ne crois pas que je voterai pour Jadot parce que je pense en termes écologiques et que pour moi, l'écologie, c'est aussi la préservation de la beauté du monde. Or, voir notre territoire couvert d'éoliennes par les écologistes, ça ne me plaît pas. Donc, je procède par élimination successive. Ensuite, on verra, je suis ouvert à toutes les possibilités. Mais, comme je suis têtu, je reviens à la question de la morale. Il y a une morale de responsabilité, il y a une morale de conviction. Et Bernard-Henri Lévy dit qu'il voit Zemmour piétiner tout ce qui, dans le legs juif à la France, relève de la morale, de la responsabilité pour autrui, ou de cet ancien beau geste qui dessina jadis la lumineuse figure de l'étranger sur la terre, et qui devrait nous inspirer dans notre hospitalité face aux migrants. Là, il se réfère implicitement à la haute pensée d'Emmanuel Lévinas. Alors moi, je vais dire une chose très claire. Lévinas mérite mieux. La sagesse de l'amour, ce n'est pas le prêchi-prêcha du pape François. Et donc, je ne veux pas que le judaïsme enrobe de ses prestiges la morale de conviction qui n'est qu'un narcissisme, une posture éthique. À bon entendeur, comme on dit. Non, mais c'est pas contre Bernard-Henri Lévy lui-même, mais c'est cette manière de mobiliser le judaïsme là où, à mon avis, il n'a rien à faire. On va continuer, on va marquer une pause. C'est pas contre lui. Pardonnez-nous à encore. Vous allez pas me dire qu'on va marquer une pause. Je vous assure que si. Une pause. Non, mais c'est important. Ça vous permet de retrouver les fiches de lecture. De retrouver mes esprits. Non, vous les avez conservés ainsi que nous-mêmes. On essaye de le faire. L'après-littérature, l'après-humour, l'après-politique, c'est le présent. Et l'avenir, c'est l'essentiel aussi. On en parle. Courte pause et on se retrouve. Les woke. Le grand rendez-vous européen. On poursuit cette émission en direct avec le philosophe et Alain Finkielkraut, auteur de très nombreux ouvrages. Le dernier en date s'intitule L'après-littérature, où vous dénoncez le fait que la littérature ait cessé d'éduquer les sensibilités, de façonner les âmes. Et on pose la question, est-ce que c'est aussi, Nicolas Barré, l'après-humour? Est-ce que c'est l'après-humour? Et est-ce que c'est l'après-humour notamment sur un certain nombre de médias qui vous ont ciblé en quelque sorte? Je pense qu'en tout cas que le roman et l'humour ont partie liée. Ça, et peut-être que, de même que la sagesse du roman s'éloigne, l'humour est en voie de disparition. La sagesse du roman, c'est ce qui empêcherait de dire, avec Emma Chollet, que dans les couples hétérosexuels ne fonctionnent que par l'humiliation des femmes. Voilà, c'est globalement, les femmes morflent, les femmes sont humiliées, c'est comme ça que ça fonctionne. La sagesse du roman nous apprend tout autre chose, d'ailleurs même le bon sens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'époque actuelle simplifie, généralise,
abusivement, elle projette des schémas, elle nous projette dans un monde à 2 dimensions. Le roman, c'est l'exploration inlassable de la pluralité humaine. Des grands romans continuent d'exister, mais ils n'impriment plus. Voilà mon inquiétude. Quant à l'humour, oui, en effet, on peut se poser la question. Et je me la suis posée parce que je suis moi-même la cible d'attaques extrêmement violentes, notamment dans une émission de France Inter par Jupiter. Je peux citer les mots qui ont été dits, comme ça nous faisons une idée de ces attaques. J'adore les antiquités. Je suis passionné de diarrhée verbale. Je suis fan de dégénérescence mentale. Dégénérescence mentale, le mot m'a fait sursauter, en effet. En plus, j'ai appris 15 jours plus tard que mon vieux cerveau me coulait du nez. Donc, ça, c'est très intéressant parce que là, on voit la différence. L'humour, le rire de l'humour n'est pas le tout du rire. Le rire originel, le rire spontané, c'est une espèce de châtiment social qui réprime la faiblesse, les anomalies, les excentricités, les différences. L'humour, c'est tout à fait autre chose. C'est, comme le dit Kundera, une sorte de bonheur issu de la certitude qu'il n'y a pas de certitude. C'est quelque chose. Bergson, d'ailleurs, c'est une pratique sociale qui pointe du doigt un geste, une attitude. Mais on pourrait vous opposer, Alain Finkielkraut, en vous disant qu'il y a un droit à la caricature aussi. Et c'est le principe de Charlie Hebdo. Mais la caricature de Charlie Hebdo, c'était dans la lignée de Voltaire. Elle répondait par les armes du rire au fanatisme et les dessinateurs l'ont payé de leur vie. Là, c'est tout autre chose. Ces pseudo-humoristes sont le bras armé de la bien-pensance. Ce ne sont pas des dissidents, ce sont des gens qui matraquent toute pensée un petit peu rebelle, justement, hérétique. Et puis surtout, si vous voulez, ces gens-là se disent... Il y a Zemmour. Avec Zemmour, il y a la bête immonde montre ses dents. Donc là, on ne va pas finasser. Il faut avoir le courage d'être grossier et même abject. Donc, nous assistons, sous les auspices d'une guerre contre la barbarie, au retour du rire barbare. L'après-humour, c'est la fermeture de la parenthèse de l'humour et c'est le retour au rire barbare. Alors, il y a encore des humoristes. Il y a Xavier Gors, il y a Blanche Gardin, etc. Mais cette attitude est très répandue et elle ne concerne pas seulement France Inter. Sur Europe 1, une pseudo-humoriste, une rigolote, a dit aux académiciens qui se plaignaient du péril mortel que l'écriture inclusive faisait courir à la langue, que le seul péril mortel à l'Académie, c'était la prostate de ses membres. Donc les vieux sont grotesques jusque dans les mots qui les attaquent. C'est la barbarie de l'humour. Qui doit être l'arbitre des élégances de l'humour? Vous, Alain Finkielkraut, imaginez que vous commencez à dire oui, vous voyez bien qu'il s'agit d'une toute autre métaphysique, d'une toute autre ontologie. C'est une limite à la liberté d'expression, ce que vous dites? Mais je m'en fous. D'abord, il n'y a pas de liberté de l'injure. Il y a pas, c'est pas la liberté d'expression que de parler de ma dégénérescence mentale ou de dire que j'ai le cerveau qui me coule du nez. Ce n'est pas drôle du tout et l'acharnement sur la faiblesse ne peut pas se prévaloir du nom d'humour. On appelle ça comme on veut, on peut peut-être mettre la liberté d'expression, mais l'humour, là, cède la place à son homonyme. Alors, la question se pose peut-être un peu autrement, puisqu'il s'agit souvent, hélas, du service public. Est-ce qu'on ne se retrouve pas trop souvent avec un humour militant, subventionné, qui en plus a le défaut de ne pas être drôle, ce qui est quand même pas un détail, mais donc un humour public militant subventionné? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là d'inquiétant en tant que tel? Bien sûr. C'est un humour militant, parce que si je subis de telles attaques, c'est parce que je suis classé à droite, et même à l'extrême droite. Et ces gens-là ont la certitude de détenir, d'appartenir au camp du bien. Ils ont une espèce, ils vivent dans une sorte d'évidence morale. Ils sont pour, si vous voulez, l'ouverture à l'autre, contre la crispation identitaire. Ils sont pour l'égalité contre les privilèges, pour la liberté contre toutes les formes d'oppression ou de servitude. Donc il est normal qu'ils m'accablent
comme ils le font, oui. Mais Ils ne laissent pas finir. Allez-y. Non. Donc, j'allais dire que le néo-progressisme soit le néo-progressisme, aucune surprise. L'enjeu, est-ce que c'est pas que ce soit financé à même l'argent public à la manière d'un travail de rééducation? Est-ce qu'il faut supprimer la redevance? Non. Voilà, c'est ça la question. Parce qu'elle est posée je suis par en certains désaccord candidats, total Marine Le Pen et Éric Zemmour. avec les candidats qui proposent cette mesure et avec ceux des commentateurs qui les approuvent. La redevance est indispensable. Il faut qu'il y ait un espace pour les auditeurs, un espace où ils soient libres de vivre sans publicité. Il ne faut pas que il y ait, si vous voulez, partout des coupures conversationnelles entre deux publicités. C'est bien la publicité, parce que ça permet à d'autres radios d'exister. Ça fait vivre le pluralisme. La redevance est indispensable. En plus, c'est pas la question financière qui nous importe. La question, c'est sur un service public, il y a un impératif de diversité d'opinion. Il y a un impératif. Cet impératif n'est pas tout à fait respecté. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de gauche et comme de droite s'en plaignent. Ils en ont marre qu'on déverse sur eux un catéchisme, ça c'est vrai. Mais pourtant, vous faites partie de ce service public. Vous avez une magnifique émission. Je parle de l'intérieur. Le service public vous accueille. Avec une émission Néanmoins, magnifique. le service public vous accueille. Vous avez une émission. C'est ce que j'allais dire. Quand je critique certaines dérives qui ne concernent pas que la radio, mais aussi la télévision, et notamment France 5, avec une émission C'est politique qui est l'abréviation de C'est politiquement correct, et une autre C'est l'hebdo, où on a vu hier 3 ultra-féministes se déchaîner contre ces hommes qui violent, qui tuent, expliquer que c'est affreux parce que quand elles portent plainte, on leur demande des explications, c'est-à-dire militer contre la présomption d'innocence, alors même que des féministes, si vous voulez, critiquent ce genre d'attitude. Marie Dosé et 104 avocates ont dit que la présomption de culpabilité dans les infractions sexuelles, c'était extrêmement dangereux à propos de MeToo. Sabine Procoris vient de publier un livre, Le Mirage MeToo. Ces femmes-là n'ont pas droit de citer. Pourquoi n'ont-elles pas droit de citer? Parce que l'animateur, les concepteurs de cette émission souffrent avec les victimes. Donc ils vont pas donner la parole aux bourreaux, ces monstres pris à pic, et aux complices qu'ils recrutent parmi les femmes. Donc vous voyez, cette évidence morale est mère du fanatisme et de l'aveuglement. C'est extrêmement dangereux. Reste que... D'accord, mais vous êtes totalement libre sur le service public. Je suis sur le service public. Radio France est ma maison. Pas la 5. Radio France est ma maison. J'ai toujours bénéficié d'une liberté totale. Et en période de turbulence, les directeurs m'ont soutenu, notamment aujourd'hui Sandrine Tenner, qui ne partage pas, je crois, toutes mes convictions. Je n'ai jamais eu une discussion devant, mais si vous voulez, j'en suis intimement persuadé, mais qui sait que Réplique n'est pas une tribune. Je ne fais pas cette émission depuis tant d'années pour gagner la guerre, mais pour éviter que la guerre ne gagne. Et je ne peux le faire que sur le service public, que sur France Culture, notamment parce que nous sommes affranchis de la contrainte publicitaire. Donc, ma critique se fait de l'intérieur pour améliorer les choses, mais l'idée de supprimer la redevance, l'idée de privatiser Radio France me terrifie complètement. Alors, comme nous ne sommes pas sur le service public, nous allons marquer une dernière pause qui vous laissera du temps pour la suite, Alain Finkielkraut, et pour des sujets tout aussi importants que ceux dont nous venons de parler, puisque nous allons parler du néo-féminisme, du wokisme. Wokisme, s'il vous plaît. Alors, certains disent que ce sont des idéologies minoritaires auxquelles vous donnez, vous et certains, trop de place. Que répondez-vous à cela? On rentrera dans le détail dans quelques instants. Et merci à vous de nous suivre en direct à la fois sur Europe 1 et CNews avec notre invité, le philosophe et essayiste Alain Finkielkraut, qui a de nombreux combats. Vous menez des
combats, Alain Finkielkraut, engagés contre certaines idéologies, néo-féminisme, wokisme, mais vous acceptez toujours la conversation, et vous l'avez fait notamment dans un long entretien à l'Obs avec la néo-féministe Alice Coffin. On a vu que les échanges étaient rudes. Est-ce que ce fut vraiment un moment d'échange? Est-ce qu'il peut y avoir un terrain de proximité, ou alors, j'allais dire, tout est trop éloigné pour cela? Je cherche cela. Je veux absolument que le paradigme de la conversation l'emporte sur le paradigme de la guerre. Je veux rapatrier dans le débat ce qui est de l'ordre du combat, et même du combat à mort. D'un autre côté, Alice Coffin, ses propos sont très intéressants et très symptomatiques. Après la victoire in extremis obtenue par Yannick Jadot à la primaire des écologistes, elle a dit, souhaitant quand même que ce soit Sandrine Rousseau qui devienne la candidate, un féministe doit céder la place. J'ai trouvé cette formule très révélatrice, parce que les néo-féministes, à la différence des féministes authentiques, originelles, qui sont d'ailleurs leur principale cible, elles haïssent Elisabeth Badinter. Les néo-féministes ne combattent pas pour l'égalité des droits, car elles l'ont obtenue. Elles ne combattent pas donc pour de nouveaux droits, elles combattent aujourd'hui pour les places. C'est-à-dire, leur mot d'ordre, c'est « mâle blanc, tu as fait ton temps, dégage ». Voilà ce dont il s'agit aujourd'hui avec ce néo-féminisme. L'ordre patriarcal, elle l'invoque sans cesse. C'est une différence de fond. Vous dites que vous affirmez qu'on ne peut plus parler dans nos sociétés occidentales d'ordre patriarcal. Elles vous disent le combat n'est pas terminé. Et elle vous oppose des chiffres têtus. Que répondez-vous? Elle ne m'oppose aucun chiffre. Si, les chiffres de violence conjugale et sexuelle et les trop faibles judiciarisations qui suivent. Écoutez, d'abord, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'elle vous explique, par exemple, que la présomption d'innocence, c'est la persistance de l'ordre patriarcal. Non, la présomption d'innocence, c'est la civilisation. Alors, si on confond la civilisation avec l'ordre patriarcal, c'est qu'on a un problème. De même, si la domination masculine prévalait aujourd'hui avec force, on n'irait pas la traquer dans la langue. On n'aurait pas cette chose grotesque qui est l'écriture inclusive. J'ajoute qu'il y a des problèmes, que tout n'est pas gagné. Mais c'est quoi le problème dont les néo-féministes ne traitent jamais, parce que pour elles, ce n'est pas un problème. C'est une finalité, c'est la gestation pour autrui. Parce que la gestation pour autrui, c'est la servitude de certaines femmes. De femmes qui ne peuvent pas être autrement et qui se mettent au service de commanditaires des deux sexes. Et là, il faudrait les protéger contre la location des ventres, qui est quand même une forme d'esclavage. Oui, il y a des luttes à mener, mais ce n'est pas du tout celle que mènent aujourd'hui les nouvelles féministes. Alors, un vent mauvais traverse l'Atlantique en ce moment, celui de l'idéologie woke, le wokisme. Est-ce qu'il représente pour vous un nouveau visage de ce qu'on pourrait appeler la tentation totalitaire? Est-ce qu'il vous inquiète sous le signe d'un totalitarisme nouveau? Alors écoutez, il m'inquiète énormément, parce que c'est le retour inattendu de l'idéologie. L'idéologie, au temps du communisme, c'était la division, un monde à deux dimensions. Il y avait les exploiteurs, les exploités, et deux espèces humaines qui n'ont que la haine pour lien, disait Nizan. Celle qui écrase et celle qui refuse d'être écrasée. Voilà, ces deux espèces humaines. Voilà, c'était ça, l'idéologie communiste. On pensait qu'on en avait, avec le communisme, on en avait fini avec l'idéologie elle-même. Elle renaît, cette idéologie, sous la forme du wokisme. À nouveau, il y a d'un côté le mâle blanc prédateur hétérosexuel, et de l'autre, sous l'égide du concept d'intersectionnalité, les femmes, les minorités raciales, les minorités sexuelles. Et la planète. Voilà, si vous voulez. Mais de quoi avez-vous peur? J'ai peur, d'abord, de quoi j'ai peur? Le mâle blanc, hétérosexuel de plus de 50 ans que vous êtes, de quoi a-t-il peur? C'est moi. Mais j'ai bien compris, c'est pour ça que je vous interpelle. Oui, j'ai pas peur, je sais me défendre. Je sais me défendre. J'ai peur pour les jeunes. J'ai peur de ce que devient l'université française. J'ai peur de ce que deviennent certains médias. Je l'ai dit avec les émissions, c'est politique et c'est l'hebdo.
j'ai peur. Qui nous font d'ailleurs le reproche inverse. Hein. Soyons équitables et soyons objectifs. Ils nous disent, par exemple pour certains, et j'en prends parfois pour mon grade, que l'idéologie, c'est nous. Alors, il est où le curseur? Mais si vous voulez, ils sont dans l'idéologie, mais ils ne le savent pas, puisqu'il y a une sorte de vertige de la supériorité morale. Et c'est aussi le problème woke. C'est une arrogance du présent. On est éveillé à toutes les injustices, à toutes les discriminations, donc on n'a besoin de rien. On n'a surtout pas besoin des œuvres et du passé. Les œuvres, on ne les lit pas pour être lues par elles, on les convoque, on les arraisonne, on les met au service de l'esprit du temps, en déconstruisant les stéréotypes. C'est ce que font d'ailleurs les metteurs en scène aujourd'hui. Ils ne servent plus les œuvres du passé, ils s'en servent pour faire passer leurs propres évidences, leurs propres certitudes. Malgré tout, Alain Finkielkraut, est-ce que, pour apporter peut-être une touche d'optimisme, mais est-ce que notre pays, par ses valeurs, n'est pas mieux protégé du wokisme que les pays anglo-saxons? Oui, mieux, c'est vrai. Mieux protégé, je ne sais pas, mais il y a des contre-feux en France. Simplement, l'université est dévastée, les médias sont atteints, un grand nombre de médias, si vous voulez, le mot est fort. Un grand nombre de médias font ce récit, vivent dans ce monde à deux dimensions, et quand les faits les contredisent, ces médias les censurent. Les faits ne sont pas têtus, comme disait Lénine, ils sont fragiles. Et il y a un mépris des vérités factuelles dans certains médias qui fait peur. Après, je voudrais... Oui, vas-y. Je vous relance néanmoins sur la dimension totalitaire, et je m'explique. En 2019, on l'a appris plus récemment, au Canada, on brûle des livres au nom de la réconciliation avec les nations autochtones. On déboulonne des statues. On interdit la tenue de conférences. Et l'administration des universités se couche de peur devant la violence physique annoncée. Est-ce que tout ça ne laisse pas voir quelque chose d'un peu plus que l'idéologie telle que vous la présentez? C'est la dimension totalitaire. Mais non, c'est l'idéologie au sens défini par Hannah Arendt dans les origines du totalitarisme. Oui, c'est la logique d'une idée, et ça a une dimension totalitaire parce que les autres idées, et même les faits qui contredisent ces idées, n'ont plus leur place. Donc c'est une double cancel culture, double annulation. Annulation de ceux qui ont des idées mauvaises et annulation des faits qui démentent ce grand récit. Mais je vais vous donner un exemple. Dans le monde, il y a quelques jours, l'écoféminisme combat contre une double annulation. Les analyses croisées de l'oppression de la femme et de la nature ont donné naissance à un mouvement pluriel et ouvert aux luttes antiracistes et LGBTQIA+. On devrait rire. Mais ça n'a pas l'air de vous faire rire. On ne rit pas, ce qui veut dire que le wokisme, c'est la destruction du sens commun. Oui, mais et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et c'est vertigineux. En guise de conclusion, on a compris ce qui vous inquiète, et non pas ce qui vous menace, ce qui vous inquiète et ce qui vous inquiète par rapport aux jeunes générations. Mais si ce matin sur Europe 1 et sur CNews, évidemment, des plus jeunes vous écoutent, ils disent mais il ne pense qu'au passé, il est enfermé dans sa nostalgie, Alain Finkielkraut, qu'est-ce que vous leur répondez? À qui? À ceux qui disent cela, que vous êtes un nostalgique. Je sais que vous n'avez pas le mot réactionnaire. Alors, je vais vous dire, d'abord, je déteste la criminalisation de la nostalgie. C'est une forme de barbarie. Passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent, disait Apollinaire. Je me retourne, et qu'on ne dise pas que c'est un geste odieux et réactionnaire. Et puis, quand même, oui, la nostalgie. Alain Borer, il y a quelques jours, donnait un entretien. Et il disait, il y a eu des dizaines de millions de lettres de poilus pendant la guerre. Syntaxe impeccable, vocabulaire fourni, respect total de la grammaire. Dans la plupart des lettres de poilus qui avaient juste atteint le niveau du certificat d'études primaires. Si vous lisez aujourd'hui les messages échangés sur les réseaux sociaux, la langue est complètement avachie, la syntaxe disparue, le vocabulaire rabougri. Oui, on peut dire que, pour le coup, c'était mieux avant, et même, comme me l'a dit il y a peu une amie, cette expression est trop triviale et trop faible. Le monde alors avait encore une âme, et on a l'impression que l'âme disparaît du monde avec cet effondrement de la langue. Alors,
on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose à travers une refondation de l'école. Et ça devrait être le grand thème de la campagne électorale qui vient. Je vous remercie parce que demain, sur Europe 1, nous recevons le ministre de l'Éducation nationale. Nous lui transmettrons évidemment cette volonté de cette grande réforme et peut-être conclure ce grand rendez-vous par une citation qui me vient à l'esprit de Benjamin Disraeli. Réformer ce qu'il faut et conserver ce qui vaut. Réformer ce qu'il faut, conserver ce qui vaut. Ça vous va? Oui, Disraeli, ça me va. Bon. Eh bien, je vous remercie d'avoir été notre invité. À 5 ans, il avait des insomnies parce qu'il pensait au passé. Ça vous arrive encore? Merci Alain Finkielkraut d'avoir été notre invité. Je remercie évidemment mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Borès. Toujours un plaisir d'être à côté de vous. Bonne journée, bon dimanche sur Europe 1 et CNews, bien sûr. Europe 1.